accompagné aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui. Bonjour tout le monde. Bon, d'abord, vous remarquez que j'ai des lunettes. J'ai vu que le docteur Barrette a dit qu'il avait remarqué depuis quelques jours, j'avais un problème avec mon œil gauche. Il a à moitié raison, c'est mon œil droit. Et je veux vous dire que ce ne sont pas des lunettes roses. Je veux revenir sur le port du masque. D'abord, vous dire, celui que je porte, il ne faut pas toucher au matériel, c'est ça que j'ai compris hier, a été fait par Tricot Maxime à Ville-Saint-Laurent. Donc, bravo, ils en font beaucoup. Et oui, je suggère fortement à tous les Québécois de porter un masque quand ils sortent de chez eux. Évidemment, la question qui est beaucoup revenue depuis hier, c'est pourquoi on ne rend pas le masque obligatoire, par exemple, dans les transports en commun. Et la réponse, la plus importante, la plus pertinente, c'est qu'il faut que les masques soient disponibles. Je vous donne juste un chiffre. Dans le métro de Montréal, en temps normal, on n'est pas en période normale, mais en temps normal, il y a 500 000 personnes par jour qui passent dans le métro de Montréal. Donc, ça veut dire que si on voulait fournir des masques à tous les Québécois qui utilisent les autobus, le métro partout au Québec, on aurait besoin de dizaines de millions de masques. Puis en plus, bon, il y a la partie légale. Non seulement il faut fournir les masques, mais il faut aussi que ce soit des masques de qualité. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de masques. Il y en a qui protègent plus, il y en a qui protègent moins. Juste vous dire, on travaille très fort actuellement. On a une équipe qui est là-dessus depuis plusieurs semaines pour travailler avec des compagnies québécoises qui pourraient éventuellement nous fournir des dizaines de millions de masques. Mais ça va prendre encore quelques semaines. Donc, on n'ose pas même me donner une date, mais on dit que ça ne sera pas avant le 1er juin. Donc, c'est la raison essentielle. Là. On va aider. Là. Demain, je vois la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On est prêt à financer les masques, mais il faut s'assurer que les masques de qualité soient disponibles avant de penser à mettre ça obligatoire. Par contre, je vais inviter les Québécois. Là, il y a beaucoup d'exemples sur les médias sociaux. Vous pouvez assez facilement fabriquer votre propre masque et je vous invite à aller sur différents sites web. Il y en a beaucoup d'exemples là, de comment fabriquer un masque. Donc, je reviens au bilan du jour. On a maintenant 89 décès, un total de 3220. Donc, d'abord, j'offre évidemment mes condoléances à toutes les familles, à tous les proches. Puis, je veux peut-être dire aussi aux familles des victimes que ce matin, à l'Assemblée nationale, tous les députés qui étaient présents ont observé une minute de silence. Et puis, aujourd'hui, on a mis le drapeau du Québec en berne en hommage à toutes les victimes, là, donc sur le mât de notre Parlement. Pardon. On a aujourd'hui 39 931 cas, c'est une augmentation de 706. On a 1876 personnes hospitalisées, 35 de plus, 194 aux soins intensifs, une augmentation de 8. Un autre sujet sur lequel je veux revenir, ce sont les tests, les fameux tests importants. Ça fait partie des conditions de l'OMS pour être capable de réouvrir. D'abord, je veux situer le débat. Aujourd'hui, le Québec a fait, depuis le début de la crise, 43 000 tests par million d'habitants. Je vous donne des exemples. En Ontario, on en a fait 31 000. En Allemagne, 33 000. Aux États-Unis, 30 000. En France, 21 000. Donc, le Québec est un des endroits au monde où, jusqu'à présent, on a le plus testé de personnes. Par contre, puis je ne veux pas me sauver, on faisait 6 000 tests par jour. On vous a dit, il y a à peu près une semaine, qu'on voulait augmenter
de 6 000 à 14 000. Or, on est monté à 9 000, 10 000 vendredi, mais là, on est revenu à 9 000. Je veux juste vous dire que j'accepte pas ça. Je ne suis pas content. Je l'ai dit aux personnes concernées. Puis j'espère dans les prochains jours qu'on va être capable d'augmenter à 14 000 tests. Ça veut dire mieux s'organiser. Ça veut dire aussi mieux informer la population dans les différents quartiers, entre autres de Montréal, de la disponibilité des tests. Donc, il faut, je prends une partie du blâme en disant, il faut mieux expliquer que les tests sont maintenant disponibles à grande échelle. Donc, ça, c'est pour les tests. Juste vous dire, là, je suis le dossier personnellement. Donc, je regarde ça moi-même. Bonne nouvelle, pour la 3e journée de suite, on a des employés qui reviennent de congés de maladie, donc qui reviennent dans le réseau de la santé. Juste hier, on en a eu 250 employés qui sont revenus dans le réseau de la santé. Évidemment, il faut que ça continue. Mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, et puis je ne veux pas scooper ma collègue Isabelle Charret, mais cet après-midi, avec le docteur Massé, elle va annoncer qu'on va permettre les sports individuels où il n'y a pas de contact. Je vous donne 2 exemples, le golf et le tennis. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Moi, le premier, je pense que je serais dû pour un bon match de tennis avec un de mes 2 gars, tout en n'étant pas trop sûr que c'est moi qui va gagner, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Un mot sur l'ouverture de l'Assemblée nationale. Donc, après 2 mois, on a eu aujourd'hui notre première période de questions. Je pense que ça s'est bien passé. Il y avait un bon ton de collaboration. Je veux en profiter, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale ce matin, pour saluer, féliciter la nouvelle chef du Parti libéral, Dominique Anglade, remercier aussi le chef intérimaire, Pierre Arcan, qui était là pendant la période intérimaire. Et mes remerciements du jour, justement, vont être pour tous les députés de l'Assemblée nationale. C'est important. Le rôle des députés, ce sont les 25 députés qui ont la responsabilité d'écouter les citoyens de leur comté, puis d'amener les préoccupations des citoyens de leur comté à l'Assemblée nationale. Donc, c'est sain qu'on critique le gouvernement. Pas toujours facile de se faire critiquer, mais on finit par un petit peu s'habituer. Et c'est sain pour la démocratie. Puis moi, je veux justement remercier tous les députés, tous les partis politiques. On a eu depuis 2 mois une belle collaboration. Puis c'est important que ça se poursuive. C'est ensemble qu'on va sortir de cette crise-là. Et je suis content de voir que notre Parlement national fonctionne bien. Et on a eu un exemple ce matin. Je termine en vous disant, en revenant un peu sur les consignes puis la suite des choses, c'est assez évident que dans les prochains mois, même peut-être les prochaines années, il n'y aura pas de vaccin. On va être obligé d'apprendre à vivre avec le virus. Puis si on veut revenir le plus rapidement possible à une vie un peu plus normale, bien, c'est important de suivre les consignes. Donc, on ajoute le masque, mais on n'oublie pas non plus de toujours garder 2 mètres de distance avec les autres personnes, se laver les mains régulièrement. Et moi, je suis convaincu, puis les Québécois l'ont montré depuis le début, sont capables de suivre des consignes. On est capable, ensemble, les Québécois, de la gagner, cette bataille contre ce virus, et d'être capable, éventuellement, de revenir à une vie plus normale. Donc, je compte sur vous, tous les Québécois. On est capable de passer à travers et de revenir à une vie un peu plus normale. Good afternoon. First, I want to talk again about Bon après-midi. D'abord, je veux vous parler de notre recommandation de porter le masque. Pour l'instant, nous n'allons pas le rendre obligatoire. Nous voulons d'abord nous assurer que les masques sont disponibles à l'ensemble de la population.
Mais j'aimerais que les Québécois en fassent une habitude de porter le masque en public. Si une majorité de gens portent le masque, cela nous permettra de revenir à une vie plus normale plus rapidement. Je veux également dire un mot sur notre capacité de test. Nous souhaitons être un des endroits où il y a le plus de tests à travers le monde. On devait passer de 6 000 à 14 000 tests. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de le faire. On est rendu à 9 000 tests quotidiens. Je ne suis pas satisfait et j'ai dit aux responsables que nous devons atteindre le nombre de 14 000 tests au cours des prochains jours. Alors, je répète nos 3 directives. Lorsque vous sortez, vous gardez vos distances, vous portez un masque et vous vous lavez les mains lorsque vous revenez. Je compte sur vous tous. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, vous avez vu aujourd'hui, je porte le masque. Je vais faire changement de l'habitude et je vais poser la première question. Donc, Marc-André Gagnon du Journal de Québec et du Journal de Montréal. J'ai bien entendu vos précisions en ouverture là, sur les masques et la quantité qui serait nécessaire pour le rendre obligatoire. Mais il reste qu'à chaque fois que vous qu'il y a eu la question du masque, vous êtes toujours revenu avec l'argument légal. Vous avez dit ça aussi encore ce matin au Salon Bleu. Mais pourquoi ne pas nous avoir dit plus tôt qu'au fond, c'est la question de la disponibilité là, qui explique la position de votre gouvernement sur le masque. Et à partir du moment où ça va être disponible, est-ce que vous allez l'imposer, par exemple, dans le métro de Montréal? Bon, d'abord, c'est important de le dire. Il y a une question de disponibilité, mais il y a une question aussi, jusqu'à présent, la santé publique en avait fait une recommandation, mais pas une obligation. Donc, on se fie aussi à ce que dit la santé publique. Donc, de ce côté-là, c'est très clair. Pour ce qui est de la suite des choses, on va commencer par s'assurer que les masques sont disponibles en grande quantité. On va regarder aussi comment les consignes sont suivies par les Québécois avant de rendre ça obligatoire. Et pour ce qui est de la partie juridique, bien, effectivement, il faut avoir des masques de qualité disponibles pour être capable de l'obliger. Mais je pense qu'on est capable de passer par-dessus l'aspect juridique, comme on le fait pour le confinement dans les maisons. Donc, 1, s'assurer d'abord que c'est disponible. 2, s'assurer, si c'est le cas, que la santé publique demande que ça devienne obligatoire. Oui, puis si vous me permettez, en fin de compte, quand on fait une analyse juridique, on regarde tous ces éléments-là. Là. Quand on parlait des éléments juridiques, c'est la disponibilité, la non-discrimination par rapport à certains groupes, l'efficacité de notre mesure, etc. Fait que c'était dans cette perspective-là que ça a été dit. Puis en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le mouvement ou de l'intégrer comme un élément, non plus de dire que c'est efficace à 100%, mais ça fait partie de l'étiquette respiratoire, c'est une norme sociale qu'on peut maintenant décider d'imposer comme telle. Mais à la limite, tous ces facteurs-là, parce qu'il n'y a jamais une seule raison, tous ces facteurs-là font partie d'une analyse légale par rapport au fait de rendre disponible ou pas. Merci. Maintenant, ma deuxième question est aussi pour vous, Monsieur le Premier ministre. Vous avez formé avec des ministres de votre cabinet, de votre gouvernement, donc un groupe d'action pour la relance économique. Ça, c'était il y a 1 mois et demi. Vous aviez dit que tous vos engagements seraient revus en fonction de leur impact sur la relance. Vous avez déjà rejeté l'idée de mettre de côté le 3e lien. Or là, vous souhaitez toujours poursuivre le déploiement de la maternelle 4 ans malgré la pandémie. Donc, finalement, est-ce qu'il y a des projets que vous allez laisser tomber pour éviter qu'on se retrouve là en bout de piste avec un déficit qui serait trop difficile à rattraper? Bon. D'abord, pour tout ce qui était prévu pour la durée du mandat, il n'y aura aucun projet important qui sera mis de côté. Donc, toutes les promesses électorales, les engagements qu'on avait pris pour la durée du mandat vont être respectés. Maintenant, on continue d'analyser sur une période de 10 ans les investissements. Est-ce qu'on peut revoir certains investissements qui sont plus loin dans la période de 10 ans pour être capable de tenir compte du fait qu'on va quand même avoir un déficit qui va augmenter notre dette? C'est dans le processus d'analyse, mais pour l'instant, on a conclu que pour ce qui est de la durée du mandat, tous les engagements qu'on avait pris vont être respectés, donc il n'y a rien qui est reporté. Merci. Prochaine question, Valérie Gamache, Radio-Canada.
Bonjour, M. Legault. Contente de vous retrouver d'abord. Ensuite, je voudrais vous demander, ce matin, retour à l'Assemblée nationale, il y a entre autres Marguerite Blais qui a tant bien que mal tenté de répondre aux questions des oppositions. Certains disent, dans le contexte où vous voulez réformer les CHSLD, c'est peut-être pas la personne la mieux placée et certains vont même jusqu'à dire qu'actuellement, elle a une fonction décorative dans cette crise. Est-ce que vous avez toujours confiance en Mme Blais pour mener ce dossier-là? Oui, absolument. J'ai confiance en Marguerite Blais pour mener à terme ce dossier-là. Elle le connaît tellement bien. Et je veux peut-être rapidement quand même rappeler ce qui s'est fait depuis 1 an et demi. On avait promis en campagne électorale de mieux financer les CHSLD, de revoir aussi les salaires des personnes, entre autres les préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Depuis 1 an et demi, on a augmenté de façon importante les budgets des CHSLD. On a mis en branle, Marguerite Blais a mis en branle aussi tout le projet des maisons des aînés, où on veut avoir plus d'espace avec, au total, moins de résidents dans chaque maison des aînés. Et, là où peut-être, ensemble, comme gouvernement, qu'on a fait une erreur, c'est qu'on a attendu la négociation à la fin de la convention collective qui se terminait le 31 mars 2020 pour revoir les salaires des préposés aux bénéficiaires. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'on a on a augmenté les budgets des CHSLD il y a plusieurs centaines de millions, mais on a affiché des postes qui n'ont jamais été comblés. Donc, c'est un défi. C'est pas simple négocier, là, vous en parlerez au docteur Barrette, négocier avec les syndicats pour avoir des augmentations de salaire spécifiques pour les préposés aux bénéficiaires. Mais moi, je suis déterminé à y arriver, même si ça doit être fait de façon unilatérale. Pour ce qui est du port du masque, vous dites qu'on n'en a pas suffisamment pour le rendre obligatoire. Est-ce qu'il y a des démarches qui seront entreprises par le gouvernement justement pour s'en procurer de ces masques-là? Et si c'est le cas, comment ça va se faire? OK. On est en discussion avec plusieurs entreprises québécoises. Notre priorité, au début des 2 mois là, qu'on a vécu, c'est d'abord l'approvisionnement en masques pour notre réseau de la santé. Donc, les fameux masques N95, les masques chirurgicaux, pardon. Donc, de ce côté-là, on a quand même une assurance. Là. On a 30-40 jours de réserve là, pour ces masques-là. Donc, ça, c'est sous contrôle. Maintenant, pour la population, bien, comme je vous le disais, ça prend des dizaines de millions. Donc, il y a des compagnies qui nous disent, bien, je peux vous en livrer 500 000, 1 million. Juste dans le métro de Montréal, on fait même pas une semaine avec ça. Là. Donc, il faut accélérer. Moi, j'ai confiance que, disons, d'ici 1 mois, on va être capable, au Québec, de fabriquer des masques pour la population, pour que tout le monde qui en veut puisse les porter. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur Arruda. Justement, sur la même question des masques, je m'explique mal comment ça se fait qu'on se prenne aussi tard pour aller acheter se procurer des masques pour le transport en commun. Le métro de New York en a des millions. À Paris, on en a 2 millions qu'on distribue dans 400 gares en ce moment, des masques. Comment ça se fait que nous autres, on ne les a pas encore? Est-ce qu'on s'est pris trop tard pour aller chercher ces masques-là? Et pourquoi c'est plus long chez nous qu'ailleurs? Bien, c'est pas plus long chez nous qu'ailleurs. D'abord, si vous faites une recension, Paris, par exemple, ou l'Allemagne, ils ont donné 150 000 masques. Il faut, à un moment donné, regarder combien de masques ont été donnés. Nous autres aussi, demain matin, on pourrait donner 500 000 ou 1 million de masques, là, mais après-demain, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, il y a eu une course aux masques, d'abord, à l'international. Vous l'avez vécu dans les 2 derniers mois. Tout le monde cherchait des masques. Et je pense pas qu'on soit... Je suis convaincu qu'on n'est pas différent d'ailleurs dans le monde. Tout le monde cherche des masques. Bon, évidemment, à New York, les gens portent beaucoup des masques faits maison. Moi, j'invite les Québécois à se faire des masques artisanaux le plus possible. Mais je mettrais au défi, là, je vous mettrais au défi, M. Lacroix, de me trouver 25 millions de masques ou même 10 millions de masques. Vous verriez là, que c'est pas aussi simple
que vous le pensez. Mon travail non plus, je pense, à trouver des masques. Je pense pas que je sois spécialisé là-dedans non plus. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez regarder ça. On va regarder comment se comportent les Québécois avant d'obliger. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers l'obligation, M. Legault? Est-ce que ce que vous attendez, c'est de voir comment les gens vont réagir à cette recommandation que vous faites depuis maintenant quelques jours, avant de voir si on l'oblige ou non? Oui. Bien, d'abord, je vous rappelle, on a commencé à recommander le port du masque le 24 avril, donc ça fait déjà un certain temps. On ne l'a pas obligé. Je pense qu'évidemment, avant d'obliger le port du masque, par exemple, dans les transports en commun, il faudrait avoir une recommandation de la santé publique qui va dans ce sens-là. Pour l'instant, on n'a pas d'indication de la santé publique que ça doit être obligatoire. Je ne l'exclus pas, on ne l'exclut pas, mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. Puis oui, je veux qu'on voit... puis je pense que de porter depuis 2 jours un masque en venant à la conférence de presse, je pense que ça envoie un signal aux Québécois. Là, je vois que certains journalistes le portent aujourd'hui. Je pense qu'on va en voir de plus en plus des gens porter le masque. Est-ce que ça deviendra obligatoire? Est-ce que ça deviendra nécessaire que ça soit obligatoire? Bien, ça, on va suivre la situation dans les prochains jours, les prochaines semaines. Puis on va d'abord s'assurer qu'on a des masques disponibles pour tout le monde. Olivier Bossé, Le Soleil. Madame McCann, j'aimerais savoir où en sont les travaux du comité d'experts que vous avez nommé il y a environ un mois, si je ne me trompe pas. Bien, ils sont très actifs. Ils sont en lien avec nous et ils ont fait plusieurs recommandations. Je pense que c'est près de 20 recommandations qu'ils ont fait à ce moment-ci. Et on suit ces recommandations-là. Alors, c'est un groupe d'experts qui est très actif. Et ils ont fait des recommandations au niveau des CHSLD, évidemment, parce que c'est plusieurs gériatres. Hein. Alors, c'est très aidant. Ils sont très en lien avec l'équipe de Mme Blais, la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Et je dois vous dire que c'est très constructif. Ça nous aide dans les différents dossiers, notamment le dépistage, les équipes dédiées, la prévention des infections. Alors, c'est un apport vraiment intéressant à l'action qu'on veut faire. Et ils sont là avec nous pour un bon bout de temps, parce qu'on le sait, hein, toutes ces choses-là, on doit les faire à long terme. Monsieur Arruda, on vient de dépasser les 2000 décès dans les CHSLD en 2 mois environ. Pouvez-vous, pour avoir un ordre de grandeur, au mois de mars-avril 2019, il y a combien de personnes environ qui sont décédées dans les CHSLD? Je sais que vous n'aurez pas de chiffre précis, mais juste pour nous donner une comparaison. C'est clair qu'il y a probablement un excès par rapport à la période. Je ne suis pas en mesure de vous le quantifier parce que j'ai regardé il y a quelques semaines. Puis c'est un élément qui est très important parce qu'il faut voir, on sait que la mortalité, puis il y a de la surmortalité. La surmortalité est associée au COVID, puis on regarde combien elle a contribué en plus. Mais je pourrais faire l'analyse, puis éventuellement vous la montrer pour que vous puissiez le voir. Et ça va être une donnée excessivement importante si on veut être aussi en mesure, avec toutes les limites que ça peut comporter encore dans la comparaison, parce que ce n'est pas tous les systèmes qui sont pareils, mais pour réajuster pour les phénomènes de déclaration ou non-déclaration entre pays. Je pense que ça va être important qu'on le voit comme tel, particulièrement dans les pays qui sont dans le même hémisphère, qui ont vécu à peu près la même saison grippale. Je pense que ça va être important de le voir. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé, M. Arruda, vous nous avez habitués dès le début en disant on est mieux, et c'est le directeur national de l'OMS qui le disait, on doit faire quelque chose rapidement plutôt que de rien faire. Est-ce que le port du masque, c'est trop tard à Montréal? La contribution la plus importante, à mon avis, à réduire l'épidémie, et là je parle de, c'est pas le port du masque dans la communauté. Si vous me permettez, ça a été les mesures de confinement puis de distanciation sociale. Sans nier que le masque est un outil, particulièrement quand il y a une grande circulation communautaire. Je ne veux pas dire qu'à Montréal, il n'y a pas eu de circulation communautaire, mais elle n'a pas été aussi intense qu'elle aurait été si on n'aurait pas fait de confinement. On a le drame des CHSLD. On a le drame, je vous dirais, des travailleurs de la santé qui ont été infectés, qui ont peut-être infecté des îlots. La contribution du masque, à mon avis, est un outil supplémentaire, mais qui encore ne remplace pas l'hygiène des mains, etc. Le mouvement associé au port du masque dans les sociétés occidentales,
c'est quand même relativement récent. Même l'OMS ne le recommandait pas au début, l'ont recommandé, le CDC l'a recommandé, le rend pas obligatoire. Si on pourrait faire tout l'historique dans le temps comme tel. Moi, je pense que le port du masque, est-ce que c'est trop tard? Je ne sais pas jusqu'à quel point le masque dans la communauté, pratiqué au Québec, à une phase où on était confiné, aurait évité de mort. Je ne suis pas capable en mesure de vous le dire. Est-ce qu'il aurait évité 2, 3, 4, 5, 1000? Je ne pense pas qu'il s'aurait été à ce niveau-là. Maintenant que le Québécois a appris à se laver les mains, à comprendre les mesures d'éléments, je pense que l'ajout du masque comme méthode, je vous dirais, puis là, il faut que vous compreniez aussi qu'on était en pénurie de masques, passer le message aux gens que ça leur prenait un masque alors qu'on avait une pénurie de masques, puis on n'avait pas encore travaillé toute la question des masques de couverture. Je pense qu'en termes de timing, c'est le temps. Ouais. D'ailleurs, le 24 avril, je l'ai fortement recommandé. On a fait des vidéos, vous a démontré comment on peut le faire avec un foulard, etc. Maintenant, pour le rendre obligatoire, puis pour que tout le monde le fasse, pour que ça devienne une norme sociale, ça prend aussi la collaboration de la population. Et je pense que ça fait partie d'une étape normale d'habituer les gens à faire les choses. C'est ce que je peux dire pour le moment. On verra l'histoire. On verra avec les évaluations, puis peut-être éventuellement voir comment ça va être un bon outil. Mais ça ne demeure pas un instrument dont les données probantes font... Puis là, je parle purement scientifiquement parlant, mais je vous dirais que probablement même, par contre, l'effet psychologique ou l'effet de dire l'autre porte pas de masque, on va me rapprocher pas trop de lui, etc., est un facteur de distanciation sociale qui va être plus important que l'efficacité du masque lui-même. Fait que c'est pour ça que je pense que moi, je pense que on le recommande fortement. J'en porte un. Quand je vais être à Montréal, je vais me déplacer entre les endroits, je vais être cohérent, je vais en porter un pour donner l'exemple. Mais jusqu'avant, ni moi-même, ni personne dans ma famille, je recommandais à la population exactement ce que je recommandais pour ma famille, compte tenu de sa protection. Mais aujourd'hui, dans le constat actuel, moi, je pense que les Québécois, s'ils veulent à la fois, si deux en portent, les uns se protègent mutuellement, je pense que ça va devenir une norme sociale, à mon avis. Puis, on verra la question de le rendre obligatoire ou pas quand on sera rendu avec les conditions, parce qu'on ne veut surtout pas augmenter les inégalités de santé, c'est-à-dire que les riches qui ont accès aux masques, puis là, je fais une image exagérée, même si c'est peu coûteux, même si ça semble simple, pour certaines clientèles, ça peut être pas facile et je pense qu'on doit respecter aussi l'équilibre dans la santé. Moi, je suis un peu inquiet actuellement de la situation qu'on va vivre dans les prochaines semaines dans le transport en commun. Je pense que dans le transport en commun, on peut rester plusieurs minutes en présence de quelqu'un d'autre, puis on peut parfois être à moins de 2 mètres. Par contre, dans les derniers mois, il y avait très peu de monde dans les métros, les autobus, donc ça m'inquiétait moins. On le sait, à Montréal, pour l'instant, on n'a pas choisi de réouvrir les commerces, les écoles secondaires où il y a beaucoup de jeunes qui prennent l'autobus, le métro. Ça va seulement être en septembre. Donc, au fur et à mesure, dans les prochaines semaines où il y aura plus de monde dans le métro que dans les autobus, là, ça deviendra vraiment important, le masque, mais je pense pas, en tout cas, moi, je sentais pas dans les dernières semaines, compte tenu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le transport en commun, je pense que c'était important d'entrer dans la tête des gens que le 2 mètres, là, c'est la clé. Et c'est plus difficile, le 2 mètres, dans le transport en commun, surtout si le transport en commun, il y a beaucoup de monde dans les autobus et les métros. Décision, parce que vous l'avez dit, c'est pour ça que je le porte aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de monde à l'Assemblée nationale, dont des gens qui viennent de régions où on est en zone rouge. Faire attention, parce que ce que j'ai compris, c'est quand on croise quelqu'un dans le corridor, là, on peut pas, en tout cas, ce qu'on m'explique, on peut pas l'attraper là, en passant quelques secondes à côté de quelqu'un. Donc, c'est quand on est dans la même pièce, peut-être ici, là, ça pourrait se poser comme question pendant un certain temps, où là, les microbes peuvent se promener. Mais prendre une marche croisée, le masque, c'est, à mon avis, là, c'est quand on est à moins de 2 mètres pendant plusieurs minutes. Ma deuxième... 23 avril, je l'ai recommandé. Récemment, je l'ai fortement recommandé. 24, excusez-moi, là, des fois, je ne sais même pas quelle journée on est.
dans la semaine. Donc, j'ai de la misère une semaine. Bon, donc, je l'ai fortement recommandé. Fait que décoder ce que ça veut dire, fortement recommandé. Mais le rendre obligatoire, il y a des conditions qui ne sont pas au rendez-vous, notamment pour les clientèles les plus vulnérables. Et si vous pouvez vous aider les uns les autres à vous en procurer, bien, faisons-le aussi, en attendant qu'on ait une capacité manufacturière. Merci. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, vous êtes un homme d'objectifs et de plans. Vous aimez ça avoir des objectifs. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous espérez avoir comme résultat de la mission de 2 jours que vous allez faire à Montréal? Quels sont vos objectifs? Bien, premièrement, je veux rencontrer la mairesse de Montréal, les gens de la santé publique à Montréal, voir les contraintes, les défis, la situation. Je veux aussi rencontrer les PDG des CIS et des CIUS. Donc, je veux savoir ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui se passe actuellement, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, parce que quand même, les PDG des CIS et des CIUS, bien, ce sont les patrons des CHSLD, au moins les CHSLD qui sont publics. Donc, j'ai beaucoup de questions à leur poser sur ce qui s'est passé depuis 2 mois, puis ce qui se passe actuellement, puis de voir les façons où on peut les aider davantage. Par ailleurs, j'aimerais revenir sur la question des masques. Donc, vous avez parlé du volume de masques que ça prendrait pour, par exemple, fournir le métro de Montréal. Mais est-ce qu'on... D'abord, on a une idée... On a combien de masques en stock actuellement au Québec et combien que ça en prendrait quotidiennement au Québec pour la région métropolitaine, là, en quantité de masques? On parle du métro, mais il y a au-delà du métro aussi, là. OK. Bien, c'est ça, là. C'est que, comme je vous disais tantôt, des N95 puis des masques de procédure, c'est plus facile à dire, on en a pour 30 à 40 jours. Donc, ça, c'est quand même sous contrôle. Puis, on continue à avoir des approvisionnements. Bon. Là, il y a plusieurs hypothèses sur les masques pour la population. Il y a des masques jetables, puis il y a des masques lavables ou réutilisables. On travaille sur les 2 filières actuellement. Disons qu'on pourrait avoir quelques millions de masques demain matin, mais on ferait quelques jours maximum avec ça. Donc, on est là pour l'instant. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher des dizaines de millions de masques? Moi, j'ai confiance qu'on va y arriver dans les prochaines semaines, dans le prochain mois. Mais là, on n'est pas là pour l'instant. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais revenir sur l'enjeu des tests. Vous avez dit que vous n'acceptiez pas la situation, que vous en avez parlé aux personnes responsables. Je veux bien comprendre. Parce que hier, ou en fait depuis quelques jours, pour expliquer l'augmentation moindre que prévue du nombre de tests, vous dites, bien, les gens ne sont pas au rendez-vous, les gens ne répondent pas à l'appel. Alors qu'il y a des travailleurs de la santé en CHSLD, des CHSLD où il y a des cas de COVID qui ne sont pas testés du tout, où on dit qu'il n'y a pas de directive à ce sujet. Donc, j'aimerais savoir, à qui avez-vous parlé exactement au sujet de cette question? Quelles explications vous ont été données et qu'entendez-vous faire concrètement pour corriger la situation? Bon. Effectivement, là, vous avez des bonnes questions qui sont semblables à mes questions que je pose aux gens qui sont responsables. Ce que je comprends, c'est que les cliniques qui ont été installées, entre autres à Montréal, il n'y a pas eu autant de personnes qu'on pensait qui s'inscriraient pour venir se faire tester. Par contre, on a beaucoup de travail à faire encore dans les CHSLD. Donc, ces gens-là, si on avait su que la population ne serait pas au rendez-vous dans les quartiers chauds, bien, on les aurait mis dans les CHSLD. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. On travaille sur les 2 côtés. On travaille sur l'organisation, donc où doit être le personnel qui fait les tests, où il se situe où. On espère que c'est là où il y a des besoins. Puis il y a des besoins dans la population, puis il y a des besoins dans le réseau de la santé. Donc là, on est en train de répartir les personnes aux bons endroits, mais idéalement, moi, je voudrais qu'on soit capable de tout faire. Donc, de bien tester dans la communauté, bien tester aussi dans les CHSLD, entre autres. D'accord. Bon, il y a peut-être une partie de la question, qui n'a pas été répondue, mais peut-être que ma question va aller à Mme McCann. Peut-être que c'était peut-être un peu délicat d'y répondre, je ne sais pas. Mme McCann,
ça fait une dizaine de jours que la liste des CHSLD et des résidences pour personnes âgées n'est pas a été retirée. Où il y a des cas de COVID. Dites-moi là, au moment où on se parle, il y a combien de CHSLD et de résidences pour aînés où il y a un cas de COVID? Combien y en a-t-il qui ont au moins 15 de cas? Il y a combien de CHSLD et de RPA sont dans une situation critique? Bon. Je veux vous répondre parce que c'est un dossier que je suis de façon quotidienne. Quand on regarde les résidences où il y a au moins un cas infecté, il y en a 332, OK? 109 CHSLD, 131 RPA, 72 ARI, puis 20 autres milieux. Donc, pourquoi, et c'est la question que je pose, pourquoi, et puis je vais vous donner la réponse que j'ai eue ce matin, pourquoi on ne l'a pas résidence par résidence? Puis avec le pourcentage. C'est que les statistiques ont été faites selon le nombre de lits. Donc, on dit on a tant de personnes infectées divisé par le nombre de lits. Ça donne, est-ce qu'on est à 25 à 15 Donc, on sait qu'il y a des lits qui ne sont pas occupés. Donc, là, actuellement, ils sont en train de ramasser les données. On m'a promis que peut-être même cet après-midi, on aurait terminé, au moins pour les CHSLD. Mais ce qu'on veut, là, ce qui nous manque maintenant, c'est le dénominateur, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées, on les a. D'ailleurs, je vais vous les donner en plus du nombre de... il y a 5 139 personnes infectées. Il y en a 2 949 dans les CHSLD, 1 162 dans les RPA, 854 dans les RI, 174 dans les autres milieux. Bon. Là, ce qu'on veut, c'est de savoir quel pourcentage ça représente des résidents et non pas quel pourcentage des lits dans ces résidences-là. Donc, ils sont en train de compléter ça. Mais on dit que pour les CHSLD, on devrait être capable de mettre ça en ligne cet après-midi, puis pour les autres, demain. Si, Marie-Michel, si oui, le devoir. Oui, Madame la ministre, peut-être. Ajouter, si vous permettez. Oh oui, allez-y. Alors, en complément, on va vous donner une petite primeur, là, puis on est toujours très prudent, parce que c'est pas fini. Mais vous allez voir dans le tableau, probablement cet après-midi, on l'espère, que les CHSLD qui sont dans une situation plus critique, les rouges, le nombre a diminué. C'est ce que je veux vous dire là pour le moment. Il y en a autant au total, sinon plus. Là, il y en a 300, comme disait M. le Premier ministre. RPA et CHSLD, on s'entend. Mais au niveau des rouges, ceux qui ont 25 et plus de cas infectés, il y en a moins. Et ça, c'est parce que les résidents guérissent aussi. Il y a des résidents qui ont guéri. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Mais encore une fois, on continue parce que la situation est toujours difficile. Mais elle évolue un peu, puis on veut qu'elle évolue davantage, évidemment. Michel, c'est oui. Juste oui. pour être clair, encore plus clair, il n'y a aucune information qui est cachée. OK? Moi, j'aimerais ça l'avoir, l'information que vous demandez, puis toute l'information que j'ai, je vous la donne. Puis dès que je vais avoir l'information résidence par résidence, je vais vous la donner. Donc, il n'est pas question de cacher. Là, on est 100% transparent. Là. C'est ma marque de commerce. J'ai eu une petite primaire, étant donné que je suis la ministre de la Santé. Puis il y avait un petit peu de bonnes nouvelles. Alors, voilà. Alors, Madame, c'est oui. Vous avez fini, vous êtes certain? Bonjour. Harold Lebel, ce matin, en a parlé, là, a parlé des cas de personnes qui, malheureusement, meurent encore seules. Il y en a eu beaucoup des exemples comme ça, individuels, du cas par cas, des situations où les directives ne semblent pas se rendre. On vous a déjà demandé si l'information descend bel et bien au PDG, si elle descend bel et bien dans le réseau. En fait, la question que je me pose, c'est les PDG ont des obligations de moyens. Dans le réseau, qui a des obligations de résultats? Bon, attendez. Les proches aidants, là, en haut, on a décidé pendant longtemps qu'on ne voulait pas obliger les dirigeants des établissements d'accepter les proches aidants.
Donc, pendant longtemps, on s'est dit, c'est la meilleure façon pour éviter la propagation du virus. Donc, on était en haut et en bas responsables. La semaine dernière, avec Marguerite Blais, on a renversé le fardeau de la preuve. On a facilité aussi les visites des proches aidants. Ça a fait jaser un petit peu parce qu'on a dit maintenant, plus besoin de tests. Là, il y a 2600 résidences. Il y a des proches aidants qui veulent voir leur mère, leur père, les aider à manger. Et on n'est pas commencé là, dans 2600 résidences à mettre un processus là, de tests. Donc, on va fournir l'équipement de protection, masques, blouses et gants et tout ce qu'on voudra, dépendamment si on est dans une zone froide ou chaude. Mais on va permettre aux proches aidants d'y aller. Et si jamais un proche aidant se voit refuser l'accès à la personne qui veut voir, on veut absolument avoir le rapport, puis que l'établissement nous le dise. Moi, ce qu'on me dit ce matin, c'est qu'il y a 8 dérogations qui ont été données seulement, donc 8 résidences CHSLD qui ont donné une dérogation pour des bonnes raisons pour, pendant un certain temps, ne pas accueillir les proches aidants, mais jusqu'à nouvel ordre, toutes les résidences acceptent maintenant les proches aidants. Je pense que c'est une question humaine, c'est une question d'équilibre entre, oui, éviter la propagation du virus, mais après 2 mois, il y a des personnes qui ont besoin de voir leur famille, puis je pense que c'est juste humain de le permettre. Puis c'est une question de temps, parfois, de donner la formation, par exemple, puis que l'établissement s'organise, là, hein, pas pour des semaines, on se comprend, mais peut-être pour une couple de jours. Mais les échos que moi j'entends, entre autres, là, c'est que à certains endroits, puis je pense que ça va être général, les proches aidants sont très bien accueillis et même ça fait du bien au personnel, hein, on le sait, ça vient aider et ça fait du bien au personnel que les proches aidants arrivent. Mais ça prend un certain temps pour s'organiser, donner la formation, mais on parle d'une couple de jours, on ne parle pas de semaines, évidemment. Question? Si vous me permettez, oui. J'aurais l'information que M. Bossé a demandé tantôt. Là, la communication avec la montre est assez pertinente. Si vous me permettez, au mois de mars-avril 2019, donc l'année dernière, on avait 12 800 décès. Au mois de mars-avril 2020, on est à 14 009 décès, donc ce qui fait une différence de 2209 décès à 2220 ou 2209 décès, en fin de compte, qui seraient en excès selon les données comparables dans les données de décès. Nous, au 30 avril, on vous avait mis dans notre système 2020, c'est-à-dire 2020. On a à peu près une différence, je vous dirais, là, de 180 décès par rapport à l'excès. Il y a une partie qui peut être un excès pas associé nécessairement au COVID-19, mais il y a aussi le fait qu'au 30 avril, on a encore des cas qui sont peut-être pas revenus en arrière. De telle sorte, ce que ça vient de démontrer, c'est que notre système détecte probablement on est proche de l'excès de décès. Donc, quelque part, notre système capte bien les décès comme tel. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on dit depuis tout le temps. On a un système qui capte bien les décès. On va voir à la fin de quelques semaines s'il y a encore des décès qui s'ajoutent en mars-avril. C'est normal de ne pas avoir exactement le même chiffre, mais on est à beaucoup moins de 10 de surmortalité. Donc, il y a une surmortalité qui correspond à 2209 personnes, comparativement à 2020 qu'on vous a déclaré actuellement, là, ce qui donne à peu près 189, si je compte bien, de différence. Merci. Donc, on revient à Mme Sioui. Je vais reprendre ma question. Est-ce qu'il y a encore des gens qui meurent seuls et est-ce que dans le réseau de la santé, tout le monde a des obligations de moyens ou est-ce qu'à quelque part, il y a des gens qui ont aussi des obligations de résultats? Bien, écoutez, moi, je m'attends à ce qu'il y ait des obligations de résultats partout. Je comprends qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Là, pendant un certain temps, il y a eu un manque de personnel important.
pense que les postes sont pas mal comblés actuellement, donc il n'y a pas de raison. C'est sûr que les personnes qui sont là, incluant les soldats, puis les bénévoles qui sont payés, ils n'ont pas toutes les qualifications peut-être, là, mais donner une attention à une personne qui est mourante, là, je pense que les services sont donnés, puis les proches aidants de cette personne-là, ben maintenant, ils sont bienvenus. Puis, il faut se rappeler, permettez, M. le Premier ministre, il faut se rappeler qu'au début de la pandémie, on disait, on peut aller visiter quand la personne est à la toute fin de sa vie. On a fait changer ça. On a parlé des soins palliatifs puis du parcours de la personne, mais qui n'est pas en toute fin de vie. Là. Les soins palliatifs qui peuvent être à l'hôpital, comme dans des maisons de soins palliatifs. Soins palliatifs dans un sens large. Une personne là, qui n'aura pas de traitement là, et qui s'en va vers une fin de vie. Et on a ouvert la porte à ce que les membres de la famille ou des personnes significatives viennent, bon, évidemment avec certaines consignes. Alors ça devrait être appliqué partout. Donc, évidemment, si ça se passe encore, on aimerait le savoir parce qu'on va faire des rappels. Et ça, c'est une obligation de résultat. Merci. Avant de passer en anglais, là, comme vous avez été généreux avec M. Chouinard et qu'Alain Laforêt n'a pas pu poser sa sous-question parce qu'il y a eu confusion avec une demande de précision. M. Laforêt, en terminant. Ça va aller, merci, M. Gagnon. Ça va aller, parfait. Donc, on y va avec Samuel Pouliot, CTV News, in English. Hi. There's a new Léger poll that suggests that non-francophones. Bonjour. Il y a désormais un sondage qui démontre que les allophones et anglophones sont moins en fait concernés par la COVID-19 et la perspective de contracter le virus que les francophones. Réponse. Je pense que les journalistes, vous avez une responsabilité. J'aime bien lire certains journalistes de la Gazette, le spécialiste en santé. Parfois, je ne suis pas d'accord avec lui. Il s'agit d'une question d'information. Alors, je tente de faire de mon mieux en français et en anglais. Je ne vois pas pourquoi le résultat n'est pas le même pour les francophones et les anglophones. Je m'imagine que la Gazette a une certaine responsabilité. Question. Pourquoi une installation de test a dû fermer à Montréal-Nord et est-ce que cela est prématuré? Les installations de tests vont fermer. Réponse? Non, ce n'est plus fermé. Je sais que le maire de cette région n'était pas content de l'information que j'avais obtenue. Alors, je suis désolé si mon information était erronée. Dans les faits, ce qui s'est passé, c'est en raison de l'absence des patrons. Ils ont choisi de laisser la clinique ouverte et tout se déroule bien. Je viens d'appeler la docteure Drouin pour savoir combien de tests avaient été réalisés et elle m'a indiqué qu'avec le centre de dépistage, elle avait réalisé hier 2800 tests. L'objectif pour Montréal est de 3080 tests. Alors, il y a 200 tests supplémentaires qui devraient être menés. Voilà les résultats pour hier, mais probablement qu'aujourd'hui, on a été en mesure d'atteindre les cibles à Montréal. Il y avait également de nouveaux tests réalisés à Laval. On en a fait plus de 500, alors que l'objectif est de 750. Dans les Laurentides, plus de 300 tests, alors que l'objectif est de 700. Les choses s'améliorent et je vais regarder les résultats chaque soir, ou plutôt chaque matin, les résultats de la veille, et je suis confiant que nous allons atteindre nos objectifs au cours des 5 prochains jours. Philotier, Montreal Gazette. Question? Bonjour. Est-ce que vous parliez de moi? Aaron something. Réponse, non, je parlais d'Aaron quelque chose. Il est sur Twitter à peu près 25 fois par jour. The president is watching me.
La santé publique, la direction de la santé publique de Montréal indique que des restrictions devront être maintenues à Montréal passé le 25 mai, au-delà du 25 mai. Alors, d'une façon réaliste aujourd'hui, seriez-vous en mesure de nous dire que Montréal obtiendra le même statut de déconfinement que les autres régions à partir du 25 mai? Est-ce qu'il est réaliste de penser qu'on pourra déconfiner ou non? Réponse, si la situation ne s'améliore pas, nous n'allons pas rouvrir. Nous devons voir une amélioration. Question. Est-ce qu'on a réussi à avoir les chiffres dans les CHSLD sur les infections? Vous avez dit qu'il y avait plus de 700 CHSLD qui demeuraient critiques, où il y a un cas au moins. Est-ce que le nombre augmente et est-ce que le nombre de personnes infectées en CHSLD augmente? Car cette information n'est pas disponible. Alors, j'ai l'information. Ce sont les mêmes chiffres qu'hier, désolé. Lorsqu'on voit le nombre de personnes, il y a une baisse de 21 personnes infectées. Question, ce sont des chiffres d'il y a 2 semaines. Réponse, on était à peu près à 300, donc oui, il y a à peu près 30 personnes supplémentaires. Peut-être. Il y a peut-être une petite différence par rapport à il y a 2 semaines. Il y a plus d'établissements, mais seulement avec un cas. Voilà pourquoi, avec les nouvelles données que nous allons rendre disponibles, on aura une meilleure connaissance de ce qui se passe. Question? Bon après-midi. Vous devez avoir été surpris, Madame McCann, de voir que des hôpitaux froids comme Saint-Hyacinthe, Honoré-Mercier ont assisté à des éclosions de COVID-19. Et que pouvez-vous faire pour vous assurer que des hôpitaux ne soient pas débordés? Radio-Canada rapportait qu'il y a un manque de personnel et un manque de travailleurs dans les CHSLD, ce qui fait en sorte que des gens qui travaillent dans les hôpitaux sont allés dans les CHSLD. Comment pouvez-vous vous assurer que ces hôpitaux froids soient protégés? Réponse, nous faisons tout ce que nous pouvons pour le faire. Malheureusement, cela peut se produire. Qu'un hôpital qui est considéré zone froide assiste à une éclosion, 1 ou 2 cas par exemple. C'est certainement possible, mais je suis confiante dans le fait que les mesures sont connues. Et nous avons de l'expérience désormais. On n'est plus au début de la pandémie. Les gens savent exactement quoi faire. Ils le savaient dès le début, mais maintenant on a de l'expérience. Alors, les gens savent quoi faire pour confiner et contrôler des situations. On l'a vu dans d'autres hôpitaux à Montréal qui ont été en mesure de confiner et de contrôler la situation pour prévenir la propagation au sein de l'hôpital. Malheureusement, c'est possible que cela se produise. Il y a des incidents, mais on ne veut pas que ce soit un phénomène qui se généralise. On va réussir de contrôler ces situations et bien les gérer. Question. Concernant les masques, j'aimerais une clarification concernant les masques. Et ensuite, je poserai une autre question. Lorsque je vous ai entendu parler de la stratégie pour avoir des entreprises qui participent à l'effort, le mot que j'ai eu en tête, c'est gestion de crise. Est-ce que vous auriez pu plus rapidement anticiper le besoin pour des masques au Québec? Réponse. Je ne pense pas, parce que les gens étaient à la maison. Alors, la question ne se posait pas est-ce qu'on doit ou on ne doit pas porter un masque. Les transports en commun étaient vides. La question ne se posait donc pas est-ce qu'on doit ou on ne doit pas porter un masque. Or, maintenant que nous sommes en train de rouvrir, particulièrement à l'extérieur de Montréal, je pense que dans les autobus, par exemple, pourriez vous trouver dans une situation où vous êtes à moins de 2 mètres des gens pendant plusieurs minutes. Alors, le masque devient de plus en plus important. Même chose avec la réouverture des magasins. Il y a des commerces où il y a bien des gens et parfois les gens attendent à la caisse et ils attendent pour payer. Alors, ils sont là pendant plusieurs minutes. Ils ne peuvent pas respecter la distance. Il devient donc important de porter le masque beaucoup plus que ce que l'était il y a quelques jours ou quelques semaines. Question.
Dernière question concernant la situation à Montréal-Nord. Vous parliez hier des critères pour être testé. Par exemple, à Montréal-Nord, le CIUS à Montréal a indiqué que vous devez avoir des symptômes ou que vous devez avoir été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif. Nous avons entendu ici, si je me souviens bien, que si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a des symptômes, pourrait être testé. Alors, bien des gens pensaient on peut aller se faire tester sans symptômes. Et là, il y a de la confusion. Et les gens se posent la question, quels sont les critères pour être testé? Réponse. La stratégie est fondée sur la décision des directeurs de santé publique. J'aimerais simplement vous dire, il y aura une opération majeure avec les travailleurs, le personnel dans les CHSLD qui doit être lancée. Tous les travailleurs dans les CHSLD et dans les résidences pour aînés seront testés à un certain moment dans le temps au cours du prochain mois. Il y a plus de 48 000 travailleurs qui vont faire partie de la première étape des tests dans les CHSLD. Et lorsqu'il y a des cas, sachez qu'il y a toujours des tests. Mais parfois, c'est seulement dans la zone chaude ou sur un étage. Mais là, désormais, il y aura une vaste opération dans les CHSLD. Dans les communautés, ce que Dr Mylène Drouin recommande et ce qui sera fait aussi en Montérégie, c'est que si vous avez des symptômes, vous allez dans une clinique. Avant, on disait aux gens, restez à la maison. Si vous avez des symptômes, vous restez à la maison pendant 14 jours. Mais là, on va demander aux gens de se rendre pour se faire tester. Et les membres de la famille qui auront eu des contacts étroits ou encore des collègues devront se faire tester. Les gens asymptomatiques qui n'ont pas été en contact avec un cas confirmé, ce n'est pas recommandé de passer un test pour l'instant. Il y aura éventuellement une autre étape. Il y aura aussi des études sérologiques qui seront réalisées pour cibler les gens asymptomatiques et voir ce qui se passe. Je pense que la meilleure chose pour bien comprendre, c'est qu'on se fie aux directions de santé publique régionale. Par exemple, en Estrie, à Sherbrooke, selon l'épidémiologie locale, il y aura des décisions en conséquence. Et la situation, vous savez, à Montréal-Nord, n'est pas la même qu'à Westmount. Et voilà pourquoi on essaie de modéliser et de faire une bonne utilisation des tests. Et deux dernières questions. Pour M. Legault, quelle est votre réaction à la fermeture de la frontière canado-américaine jusqu'à la fin du mois de juin? Réponse. Je suis très satisfait. Je pense qu'il est très important que nous gardions la frontière fermée avec les États-Unis le plus longtemps possible. Alors, j'étais satisfait de cette décision. Oui, je pense que c'est important que les frontières avec les États-Unis, que les interdictions soient maintenues pour un bon bout de temps. Là. Donc, je suis content qu'on garde les frontières fermées au moins jusqu'à la fin du mois de juin. And the last question from Raquel is about, I think, the numbers that you told us. Les chiffres que vous nous avez donnés, nous n'avons toujours pas de mise à jour concernant la situation dans les CHSLD, mais des informations qui relèvent de l'anecdotique suggèrent que la situation est mauvaise. Quel est le pourcentage d'augmentation? Nous avons 332 centres, non seulement des CHSLD. Il y a 109 CHSLD où il y a au moins un cas. Et la seule raison pourquoi nous n'avons pas été en mesure de donner les chiffres et les données au cours de la dernière semaine par résidence, c'est parce que nous n'avons pas le nombre exact de gens qui sont hébergés au sein de ces résidences. Nous nous attendons à obtenir ces données cet après-midi pour les CHSLD et demain pour les autres types de résidences. C'est ce qui complète pour cette conférence de presse. Alors, voilà qui complète le point de presse du trio santé du côté de Québec. Ça a porté beaucoup sur le